Salut Dimitri, tu t'es bien raclé la gorge depuis la semaine dernière? Tu m'as pris au dépourvu. I took you at Dorperwood. C'est de En pire en pire. Hollande. Bon, alors, 19 février 2020, donc il y a 24 ans, 25e épisode de la Monday Night War. Raw Nitro. On va commencer par Raw, suite Vas-y. à la semaine dernière où il n'y avait que Nitro. Donc aujourd'hui, mec, on a le premier et le dernier match de Tatanka lors de la Monday Night War. On a la plus grosse foule de la WWE depuis le début de la Monday Night War. Et mec, l'Ultimate Warrior est de retour. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, mais la fin donne quand même envie de voir la suite, bordel. C'est vrai. Parlons-en dès le début. Et ça compense un Nitro plutôt moyen, on va dire, redondant, mais qui a un bien bon match inattendu, on va dire. Un bien bon match inattendu et des petites pépites par-ci par-là, comme d'habitude. Las Pepitas, comme on disait chez Laurent Brumed. Chez Laurent Brumed. Qui est Laurent Brumed? C'était un des deux candidats récurrents dans le jeu Pyramide, D'accord. avec Pepita, tu te souviens? Alors, je me souviens de Pépita, mais je me souviens pas de Laurent Brumed. Eh bien, c'était présenté par Patrice Laffont, et les deux locaux qui recevaient les candidats qui tournaient d'émission en émission, c'était Marie-Ange Nardi et Laurent Brumed. D'accord. Je me souviens de tout le monde sauf Laurent Brumed dans ton histoire. Intéressant. Donc, Raw, on est à Cincinnati, dans l'Ohio, devant 8500 personnes. Là, ça devient sérieux, là. Là, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. D'où ça sort, là, cette foule, out of nowhere. Oui, l'Ohio, c'est un état de catch. Bah oui, bon, tous ceux où ils étaient depuis le début aussi. Mais non, mais c'est une blague, évidemment. Ah, Que ça d'accord. n'a rien à voir avec l'Ohio. Moi, je sais pas, ouais. 3 millions et demi de téléspectateurs à la télé. Et le show commence avec un récap de In Your House. Et... Tu channes ce que je t'ai dit hors antenne. Le show commence avec Sonny à la plage. Je crois que c'était Sony. Ah, c'était après le récap. Sonny à la plage pour commencer le show. Madame Colby. Vision de paradis. Et j'ose imaginer dans quel état j'étais du haut de mes 11 ans à l'époque en voyant ces choses. Quand tu vois Sony sur la plage, t'as envie de lui présenter ton petit palmier, n'est-ce pas? Razor Ramon contre Goldust pour le titre intercontinental. Oui, on a un petit récap de In Your House, on le fera après si tu veux. Ben oui, Comme alors Bret Hart a conservé. le truc, effectivement, c'est que Bret Hart a conservé son titre de la WWE face à Diesel en cage, match pendant lequel l'Undertaker est intervenu depuis les abîmes. Il est venu des ténèbres pour aspirer Big Daddy en dessous du ring. Ouais. Ça, c'était cool. Et Shawn Michaels a battu Owen Hart. Moi, ça, on s'en fiche. Ça. Ouais. Donc, c'est quand même rare que le titre intercontinental soit défendu à Raw. Oui, non, il y en a quand même déjà eu. Ouais, moi, c'est rare. Oui, on va dire que c'est rare, oui, effectivement, d'accord. Bon, et c'est dommage qu'on mette pas l'emphase sur la taille de la foule, quoi. Parce qu'il y a du monde, merde. Oui. Il y a du Oui. monde, et d'ailleurs, dans ce monde, il y a un mec dans la foule qui a un sign avec marqué Costa Sucks. C'est juste. Et ma question pour toi, c'est est-ce que c'était un cri du cœur contre Hartley Cœur à vif? Je pense que ça ne peut être que ça. D'accord. Je pense que ça ne peut être que ça. Par contre, du coup, oui. je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un peu changement de programme parce que la semaine passée, enfin non, du coup, il y a 2 semaines, pardon, on nous avait teasé Undertaker contre Goldust. Mais donc là, finalement, sans aucune raison, on a Goldust contre Razor Ramon et Undertaker contre Tatanka. Alors, je ne sais pas si toi, tu sais ce qu'il s'est passé, Je ne sais pas. mais le programme a changé visiblement. Oui, mais je ne sais pas. Très bien. Dans ce match, Goldust se fait envoyer par-dessus la troisième corde avec un fall-away slam. Oui. C'est assez violent. C'est assez violent et il en a tellement marre qu'il se casse. Oui, après un belly to back de la troisième corde. Oui. Et Razor Ramon gagne finalement ce bon petit combat. Oui, c'était sympathique. Moi, j'ai bien aimé Marlena. Enfin, j'aime bien la présence de Marlena avec Goldust. Je trouve qu'elle ajoute beaucoup à son perso. Mhm. Et c'est vraiment beaucoup mieux avec elle que sans elle. C'est vrai.
Voilà. Après le Et match, contrairement, si je peux me permettre une petite parenthèse, oui. contrairement aux femmes de la WCW qui prennent vraiment beaucoup de trop de place, Marlena, elle intervient, mais sans trop en faire. Elle est présente, mais sans en faire beaucoup. Elle retire jamais l'attention du match, euh, comme à la WCW, tu vois. Oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui. Après ce match, Razor Ramon prend le micro. On va se régaler là. Ah bon? Ah oui, il dit des trucs quand même. Hein. D'accord. Oui. Vas-y. Il dit que... Mais attends, alors là, je suis complètement perdu dans mes notes, là. Le match Tu veux était que pour je le titre vienne à ton- intercontinental? Oui. Tu veux Mais- que je vienne à ton secours? Bah oui, parce que dans l'interview, il dit qu'il veut pas la ceinture. Oui, c'est ça, parce que là, du coup, ils disent, vas-y, tu peux te barrer avec ta ceinture, je m'en fous. Je ne veux pas la ceinture, je veux plutôt ton cul. Oui, mais attention, parce qu'il va aimer. Bah c'est ça, c'est que là, franchement, c'est quand même un petit peu tendancieux par rapport au contexte. Surtout qu'après, Razor Ramon dit aussi qu'il aime les enfants. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Donc ça C'est que tout est formidable, parce qu'après, il dit qu'il aime les enfants, ça m'a et rappelé après, Michael Scott qui avait un... et oui, Little Kids Lover. oui, sur son profil sur son profil Tinder. Non, mais non, pas profil Tinder. Bah c'était ça, c'était qu'il se mettait sur un site de rencontre et que son pseudo, c'était Little Kids Lover. Oui, de rencontre, mais pas Tinder n'existait pas à l'époque. Oui, non, mais oui, c'était une expression pour dire Ouais. que c'était un truc de rencontre. Et oui, et donc du coup, il dit qu'il aime les petits-enfants. Et après, là, il rentre dans une promo qui est pas extrêmement LGBT-friendly, là. Parce qu'il dit que justement, il ne veut pas que ses enfants aient à voir des gens comme Goldust à la télévision. Mhm. Donc là, quand même, c'était un petit peu violent. Hein. Point intolérance. Oui. Ah oui, quand même, là, c'est très violent. Il demande à Roddy Piper un match contre Goldust et on nous annonce tout de suite qu'il l'aura. Mais on ne sait pas quand. Mais il vient pas de l'avoir. Oui, mais il est parti, Goldust. Oui. Voilà. Et donc là, tu disais que c'était la dernière apparition, la première et la dernière apparition de Tatanka ce soir. C'est aussi la dernière apparition de Razor Ramon à Raw. Vraiment? Oui. Waouh. Waouh! Car il Bah, va se passer des choses après. oui, mais c'est que dans 3 mois. Oui. Bah, il est Ok. parti à Cuba, tout ça là. Pube. La crise des missiles. La crise d'âme. Ensuite, le Doc Hendrix nous présente le magasin. Il faut qu'on enchaîne un petit peu. Ouais. Avec un sweatshirt Undertaker. One size fit all. Mhm. C'est-à-dire que c'est un truc triple XL, quoi. Et puis, Moi, je suis déçu parce qu'il n'y a plus de VRP pour ces merdes là. Oui. C'est une petite vidéo juste. Oui. Et puis après, sinon, on a aussi du Shawn Michaels, du Bret Hart ou du Diesel au niveau des sweatshirts, si jamais Undertaker ne te convient pas. Et là, la nouveauté, c'est que, alors pour Undertaker, c'est one size fits all, mais pour tout le reste, il y a des prix pour adultes et il y a des prix pour enfants. Ça, c'est nouveau. Mhm. Oui, $30 pour les adultes, $20 pour les enfants. Merci pour ton Ah travail. oui, non, mais il commence. Non, Bah, mais- tu vois que du coup, là, le produit commence à changer, qui commence à ne viser pas que les enfants. D'habitude, tous les merchandising étaient visaient les enfants. Ouais. Là, c'est la première fois qu'on dit c'est aussi pour les adultes le catch. Oui. C'est un signe de ce qui va arriver. Ensuite, le Slam Jam, toujours avec le Doc, Ouais. qui fait une recap de Shawn Michaels, Owen Hart et du match en cage de In Your House. Mhm. Et pendant qu'il récap ce qui s'est passé entre Yokozuna et le Bulldog, il y a Vader qui arrive. Non? Oui. Vader arrive, oui, pendant le début Ouais. du match prochain, ouais. Ouais. Mais Vader n'est-il pas suspendu? Ah bah là, il est pas en tenue de catch, hein. Il vient avec un pull et tout. Il est là pour faire chier. Il est pas là pour catcher, hein. Oui, mais si tu es suspendu, théoriquement, ça sert à rien de te pointer, quoi. Mais tu es Vader. Tu as le droit de faire ce que tu veux. D'accord. Donc là, oui, il y a Barry Horowitz Et Aldo Montoya dans le ring, il les défonce. il est stiff, putain. Il est stiff, quoi. Ensuite, on a une vignette sur l'Ultimate Warrior. Mais comment j'étais fou Oui. à l'époque. Parce que donc le premier pay-per-view que j'avais vu, c'était SummerSlam 1992. Ouais. Je pense que je l'avais regardé de manière vraiment très
Allez, j'étais devant. Je me souviens avoir été devant. Mais j'étais pas du tout impliqué dans les storylines. Et je n'étais pas un fidèle téléspectateur de Superstar à l'époque. Donc, ce pay-per-view, c'était le dernier du Warrior. Ouais. C'était quoi? C'était match contre Macho Man, c'est ça? C'est ça. Et donc moi, le Warrior, je l'ai connu que dans des magazines qu'on m'a prêtés entre 92 et 96. Enfin, voilà, j'avais connaissance de son existence et de son aura et de tout ce que tu veux. Et quand à l'époque je voyais que le Warrior allait revenir avec sa musique et tout le bordel, mais j'étais comme un dingue. Oui. Mais Bah, à comme un l'époque, à dingue. ce moment-là, on ne savait pas que tout allait être de la merde dans tout ce qui suivra. Oui, mais c'est pas grave quand t'es Oui, c'est enfant. ça, c'est ça. Ah non, mais c'est ce que je dis, c'est que là, Ouais. on est encore totalement. Moi, là, c'est ce que j'ai marqué aussi dans mes notes. Là, je suis à. Mon moi de 11 ans est complètement surexcité à l'idée de voir revenir l'Ultimate Warrior. Ouais. Moi, j'avais acheté, je ne sais pas pour toi si tu te fournissais là-bas, mais moi, du coup, donc nous sommes de Strasbourg, n'est-ce pas? Ayo. Ayo, et allez Racing, hein, et Putain, un Racing qui a mangé 5-0 hier soir. 5-0 hier soir. Bah, du coup, ils ont besoin de notre encouragement. Mais d'ici février, ils seront derniers de toute façon. Mais Quoi? Mais arrête oh. Oh, tu jinx. Bah, le karma, quoi. Non, moi, j'ai pas très foi au Racing de cette année. Mais au moins qu'ils se maintiennent, putain. T'es en train de leur souhaiter la descente en D2. Je ne leur souhaite pas du tout, je la vois venir. Non. Donc, nous Non. sommes à Strasbourg, Non. et donc pas très loin, nous avons la frontière allemande, et donc nous avons cette petite merveilleuse ville de Kehl, qui est la première ville allemande après la frontière française. Moi, quand j'étais petit, et toi, tu as dû vivre exactement la même chose, aucun merchandising de quoi que ce soit de catch en France. Donc, du coup, moi, je demandais à ma maman tous les week-ends ou dès qu'elle pouvait de m'emmener à Kehl, où c'était le paradis, parce qu'en Allemagne, il y avait des jouets de catch, des magazines de catch, des chaussettes de catch et des packs de 3 slips de catch. Et donc, j'avais à l'époque un triple pack de catch blanc. Ce sont des slips blancs où il y avait donc un Hulk Hogan, un Macho Man et un Ultimate Warrior. Et moi, je l'avais acheté juste pour l'Ultimate Warrior. J'avais donc des slips blancs Ultimate Warrior. Eh ben, t'as bien de la chance parce que moi, j'ai pas grandi dans un monde où il y avait des choses qui existaient en dehors de la maison, en fait. C'est vrai. Donc, aller à Kehl parce que il y avait un autre monde existait ailleurs. Non, ça Bah, tu sais qu'en Allemagne, les produits laitiers et les affaires de salle de bain sont beaucoup moins chers. Donc du coup, on allait souvent à Kehl pour faire les provisions. Et du coup, moi, j'en profitais pour acheter des magazines en allemand que je n'ai jamais compris, des slips et des figurines de catch Hasbro. J'aurais tellement aimé. Bah, Mais oui. non. La seule fois où j'ai vu un truc comme ça, c'était en revenant du ski, mais c'était déjà assez tard, je pense en 98, 97 peut-être. 16, 17, 18 max. Sur une station essence suisse, où il y avait un petit tourniquet avec des cassettes de catch. Oh, Et on était tellement... je sais pas comment dire. On n'avait pas trop le droit de demander des petits cadeaux, des surprises, des choses comme ça, tu vois. Et donc moi, mon seul bonheur dans la vie, c'était de croiser les doigts pour qu'on s'arrête à la même station essence l'année d'après en revenant du ski. Voilà. ça c'est assez touchant comme histoire. Bah, rétrospectivement, c'est un peu triste quand même de se dire que on n'osait pas demander, quoi. Bah si j'avais su, j'avais plusieurs paires de chaussettes de catch et tout. Si j'avais su, je t'en aurais communiqué si on était amis à l'époque. Si on aurait été amis, comme on dit. Putain, j'ai dit ça? Non, mais c'était pour Ah pardon. Excuse-moi. J'aime bien faire cette faute, etc. Ah, j'ai eu peur. Non, j'avais des magnifiques chaussettes de l'Undertaker où il y avait d'un côté l'Undertaker et de l'autre côté Paul Bearer avec l'urne. C'est trop bien. Très bien. Bon, Ouais. un quart d'heure d'émission, on n'a même pas commencé ce show. Donc oui, Bob Vader. Backlund, Ah oui, non, Ultimate Warrior. oui, Ouais. ensuite voilà, il les défonce. Ensuite, on a le nouveau Sony qui est bonne comme, enfin, c'est obscène. Bob Backlund recommence sa campagne d'élection. Et ensuite, on a Marty Jannetty contre Steve Austin. Le Ringmaster. Ouais. Et on annonce l'arrivée imminente des nouveaux rockers. La foule s'en contrefout. Oui. Alors que Jannetty était méga over il y a seulement quelques mois, quelques semaines.
Ouais. Steve Austin remporte le match avec le $1 Million Dream, cette espèce de... c'est quoi, la prise du Cobra un petit peu, truc du genre. Oui, c'est ça. Et Vince McMahon l'appelle déjà Stone Cold, enfin le décrit comme étant quelqu'un de Stone Cold. Oui, mais là, il y a déjà, moi j'étais surpris parce que je me rappelais pas que c'était aussi rapide son changement, entre guillemets, parce que là, il est arrivé en tant que ringmaster il y a quoi? Il y a un mois, là, quelque chose comme ça. Il avait le slip vert, il avait encore des cheveux. Et je me souvenais pas qu'en fait le switch s'était fait aussi rapidement. C'est-à-dire que là, je pense que c'est son 3e match. Il a déjà plus du tout le slip vert. Il a un slip noir de Steve Austin comme il l'aura pendant des années. Il a déjà totalement la tête rasée. Et moi, dans mes souvenirs, ouais, j'avais l'impression qu'il avait gardé un peu le look ringmaster entre guillemets un peu plus longtemps. Là, il est en Stone Cold quasiment déjà. Presque. Oui, il a juste les bottes blanches. Ouais. Donc oui, ça m'avait surpris parce que ouais, il est déjà complètement en transition là. En transition. Et sans transition, Oh putain. Undertaker Tatanka. Il oublie, alors c'est sa gimmick de toutes les semaines, d'oublier les vignettes de Mankind. Ah putain. C'est le meilleur truc de chaque show et il l'aimait pas. Bon, bah ok, vignette Attends, de Mankind. C'est la première vignette où cette fois-ci on voit Mankind. Oui. C'est la première fois où on le voit en entier et c'est celle avec le rat. Oui, ça m'avait choqué à l'époque, putain. Ah putain, mais la voix de Mankind, c'est le plus beau truc du monde, c'est la voix de Mankind. Alors moi, j'étais pas fut-fut à l'époque, parce que je regardais le catch de manière... j'avais vraiment le cerveau éteint, tu vois. Je consommais passivement sans comprendre quoi que ce soit. Mais, malgré ça, en voyant les vignettes de Mankind, à l'époque, je m'étais dit, alors lui, quand il va débarquer, il va s'attaquer à Undertaker, je suis sûr. Bah oui. Toi, t'étais... Ouais, tu vois. Même, c'est ça en fait. Ton intelligence est telle que même quand ton cerveau est débranché, tu restes extrêmement intelligent. Ouais. Et mais finalement, c'est assez étonnant quand même qu'ils aient fait feuder les deux mecs. Enfin, Darkness contre Darkness dès le début comme immédiatement, oui, immédiatement, oui. S'ils le faisaient maintenant, on se dirait oh putain, ils prennent pas du tout le temps de teaser quoi que ce soit et tout. Undertaker Tatanka, Diesel vient avec une hache et il chope un caméraman pour aller filmer sa destruction du cercueil de l'Undertaker. Ça dure des heures. Pendant ces heures, eh bien, Tatanka domine mais n'arrive pas à mettre fin à l'Undertaker. Mm-hmm. Et il perdra finalement sur un tombstone. Donc là, la feud Diesel-Undertaker, elle bat son plein, comme on dit. Ah, moi, j'ai vraiment éclaté de rire quand j'ai vu Diesel arriver avec une hache. Je me suis dit, waouh, putain, alors là, les choses ont accéléré quand même très rapidement. C'est quand même une arme. Là, on est loin du rectangle rouge de la WCW, tu vois. Finalement, c'était pas pour l'Undertaker. Je me dis, putain, il va lui couper la tête. Et puis, alors, ce qui est ouf, c'est que il faut attendre la rediffusion du truc sur l'écran téléfoot, là. Oui. Pour que l'Undertaker parte en chasse en se disant, ah bah, merde alors, mon cercueil. Oui. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Jerry Lawler va en backstage pour voir ce qui se passe. Il constate les dégâts. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Ils disent que Diesel va payer. Ouais. Il va falloir faire jouer l'assurance, là, et c'est fini. Oui, et après ça, donc, on a le Larry Fling avec le billionnaire Ted. Oui. Donc toujours la même merde. Et après ça, on revient de nouveau en backstage avec cette fois-ci Undertaker et Paul Bearer qui constatent les dégâts. Mm-hmm. Donc, et c'est là-dessus que se termine le Raw. J'ai bien aimé le rythme du show en général, mais ça manquait un peu de star power. Même s'il y avait, enfin je sais pas comment dire, même s'il y avait tous ces big names avec Razor, Goldust, Undertaker, Diesel et compagnie, je sais pas, ils étaient pas caractérisés comme des stars dans cet épisode. Oui, et du coup, c'est ce que tu disais au début, c'est exactement ce qui m'a déçu, c'est que la foule est immense et que du coup, on aurait pu imaginer une ambiance extraordinaire pour ce show, et c'est loin d'être le cas. Certainement parce qu'il manque un petit truc et la foule n'est pas du tout à la hauteur de son nombre, en fait. Ben, c'est l'Ohio. Hein. Oui, c'est un état de catch, tu vois. Voilà. Nitro. Nitro. Devant 4700 personnes à Salisbury, Maryland. Ouais. En termes de téléspectateurs, c'est 3,3 millions, donc 200 000 de moins que Raw. On se souvient que la semaine dernière, Nitro a fait 4,2 millions.
Donc en termes de rétention, c'est pas folichon. Et le show commence. Je vais te laisser parler un petit peu de Nitro. Enfin, on verra bien. Ah, vas-y, c'est si bon. tu veux. On commence là où on s'est arrêté la semaine dernière. On est là parce que le premier match, oui, c'est Arn Anderson accompagné de revanche. Boom. Le revenge match. Le match revanche. Arn Anderson contre Hulk Hogan, donc en opener. Et donc oui, on est là parce que la semaine dernière, Hogan a perdu contre Arn. Après tellement de confusion que même nous, on s'était embrouillé. Interférence, intervention, objet illicite, des talons, des bottines, des femmes, du bordel. Hogan ne peut pas perdre 2 fois. Du coup, il avait demandé un revenge match, qui est donc labellisé revenge match aujourd'hui, car il veut sa revanche. Ouais. Donc, le finish de la semaine dernière, comme on l'a développé, c'était de la merde. Cette fois-ci, ça l'est peut-être encore plus. Ah, c'est possible. Le match, on n'en parle pas. On connaît tous le scénario. Comme la semaine dernière, Hogan essaye de battre Arn Anderson avec la prise en 4. La pire prise en 4 de tous les temps. La prise en 4, comme on peut imaginer Hulk Hogan porter une prise en 4. La pire prise en 4 de tous les temps. Voilà, elle n'a d'égal que ses coups de chaise. C'est très très mauvais. Pendant la prise en 4, donc ils sont au milieu du ring. On a Kevin Sullivan et le Macho Man qui arrivent en même temps. Kevin Sullivan ne fait absolument rien. Il attend simplement d'être attaqué par le Macho Man. Il n'y a plus que le Macho Man dans le ring. Il n'a attaqué que Kevin Sullivan. Donc théoriquement, il n'a pas interféré dans le match. Oui. Mais, comme tu les aimes, visiblement, ça suffit. Ah oui. Pour que l'arbitre ordonne la disqualification de Hulk Hogan. Putain. Ouais. Alors on notera quand même que pendant ce match, il y a la pub, ils font la pub pour Alerte à Malibu. Ouais. Et donc là on est en février 96 et l'épisode dont il parle était passé sur TF1 en juin ou juillet 99, je ne sais plus précisément. D'accord, alors là je te fais confiance. Oui, et je m'en souviens très très clairement parce que pour moi c'était une journée incroyable. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais vous expliquer les amis pourquoi. Je m'en lèche les babines. Mais ouais, parce que déjà le samedi matin, donc il y avait le catch WCW sur Canal+, et il y avait un match par équipe de luchador hardcore. Comme Kerry James. C'est quoi, c'est un titre de chanson qui dit hardcore ? Oui. D'accord. Je ne sais pas. D'ailleurs, je sais pas qui est Kerry James, donc ça marche c'est pas vrai Yann. Kerry James, non. Alors, à Google. Tu ne sais pas qui est Kerry James ? Kerry James. Kerry James Marshall ? Quoi ? Non. Bah voilà, tu vois. Donc je sais pas ce que je cherche, moi. Ok, très bien. Kerry James. Canadian actor, producer, known for Aliens in America. Mais non, tu vas trop loin dans les recherches là. Alors, de quoi tu me parles ? Mais Kerry James, rappeur français de la mafia qu'un free. Alors, Kerry James, rap. Ah, avec un seul R. Alors, French rappeur, chanteur, songwriter, dancer, produceur. Il vient de Orly. Ouais, là où il y a l'aéroport. Ok, et donc lui faisait partie de la mafia qu'un free. C'est le créateur de la mafia qu'un free. Eh bah dis donc. Mais oui. Ok, bah je ne savais pas. Très bien, bah écoute, parenthèse fermée. Voilà. Donc, oui, ce Nitro. Donc tu sais, moi j'ai toujours été fan ECW dès la première heure, car je suis un peu un rebelle anti-système, donc ECW j'aimais beaucoup. Donc ça m'a accoutumé un petit peu à la violence. Donc les matchs hardcore, j'adorais quand il y en avait à la WCW. Et donc là, ce match de luchador, c'était un grand bonheur, je l'ai regardé 50 000 fois. Et le jour même, après reportage, qui passait après le mini journal télévisé du samedi midi, de 13h à 13h15, et ben il y avait eu Alerte à Malibu avec les catcheurs qui apparaissent. Et donc pour moi, c'était une des plus belles journées de ma vie. Ah, c'était un enchaînement là qui a dû être fort en émotion. Oui. En termes d'émotion aussi, la foule chante de manière beaucoup plus véhémente que d'habitude Hogan Sucks. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Mais sinon, on a tout dit, et je pense qu'on peut enchaîner sur quelque chose qui sucks encore plus. C'est le match Alex Wright contre le Loch Ness. Oui. Alors, attends. Parce que du coup, juste après, moi, ça m'a fait beaucoup rire.
il y a un espèce de débrief, comme d'habitude, de Bischoff, Mongo et Inan qui marque vraiment bien le fait que c'est incroyable ce qu'on vient de voir, que Hulk Hogan n'avait jamais de sa carrière perdu 2 fois de suite, etc., etc. Et donc là, tu as un peu une embrouille entre Mongo McMichael qui dit ouais, c'est incroyable, c'est vraiment un accident, le plus grand accident de l'histoire de l'humanité qu'Hogan perde 2 fois. Inan qui lui dit plutôt bah non, il est comme tout le monde, il peut perdre. Et du coup, en s'embrouillant, Inan, il appelle Mongo McMichael football. C'est vraiment, vraiment éclat de rire complet, quoi. Et au football, là, ta gueule. Vraiment très drôle. Deuxième match, le retour du monstre, du Loch Ness, contre l'Allemagne, Alex Wright. C'est ça. Avant, je disais que c'était touchant, là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé que ce match était touchant. Où tu as Alex Wright qui fait tout. Il fait tout pour que le match soit passable. Et c'est vraiment à la fois triste et à la fois mignon parce que tu dis putain, c'est impossible de bosser contre Loch Ness en fait. Parce que Alex Wright fait des esquives De lui-même. de lui-même. Genre, il esquive quelque chose. Ce quelque chose, c'est pas obligatoirement quelque chose de ouf, quoi. Il suffit que le mec bouge un peu le bras, tu vois, genre, pour que ça passe, pour qu'Alex Wright physiquement passe en dessous d'un mouvement, en fait. On demande pas plus que ça, je veux dire, tu vois, c'est... À partir du moment où tu peux te lever le matin pour aller aux toilettes, tu peux lever un bras, tu vois, approx. Mhm. On est d'accord? Oui, normalement, oui. Dans bien des situations, oui. Bah oui, enfin, je veux dire, oui. Bah, sauf si t'as le bras cassé ou le bras dans le plâtre. Voilà, mais si tu n'as pas de plâtre et que tu te lèves le matin, même si tu es dans de grandes douleurs et autres, il va falloir tendre le bras pour ouvrir ton frigo, tu vois. Oui. Ou chercher les clés dans ta veste. Mais ça, le Loch Ness, il est pas capable de le faire quand même. Mais je me suis posé la question de l'état de sa maladie à ce moment-là, en fait. Est-ce qu'il était déjà malade? Il était pas encore diagnostiqué, mais... Mais peut-être qu'il était déjà malade, du coup. Oui, mais alors, il y a quand même un... Qui l'a fait monter dans un ring à ce moment-là, Oui, même c'est ça. si... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que là, ça veut dire que le gars, il est à peine capable d'être assis sur un canapé. Mhm. Voilà, c'est quand même ouf, quoi. Et à Ouais, un ça moment... définit bien son catch dans Ouais. ces quelques shows, là. Oui, oui. Bah, je crois que c'est le dernier, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ah, Il je me, se- pensais le revoir encore, Loch Ness. il me Ah, là, semble tu que m'as c'est le détruit. dernier, ouais. Tu m'as détruit, là. Et à un moment, Alex Wright le frappe dans les côtes. Et je crois que c'est Eric Bischoff qui parle des floating rib area, donc la zone des côtes flottantes. Mhm. Mais je pense que il peut se lever de bonne heure, hein, le Alex Wright, pour atteindre les côtes. Parce que là, c'est plutôt floating fat area, tu vois. Ouais. Ouais, ce match est triste, vraiment. Et du coup, il finit très rapidement. Victoire du Loch Ness. Pauvre Alex Wright, hein, parce que franchement, là, je pense qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre pour nourrir le Loch Ness que Alex Wright. Un catcheur. Oui, Devon Storm, par exemple, ou j'en Oh sais rien. putain. Mais c'est, non, Troisième mais match. c'est quand même oufissime que le mec soit dans un ring. Oui. Oui, vraiment, il faut voir le Loch Ness. C'est tout un spectacle. Oui. Troisième match, tu l'as très bien dit, vas-y. Il est vraiment cool, celui-ci. C'est le Belfast Bruiser, qui n'est autre que Fit Finlay, Mhm. contre Brad Armstrong. Alors, ce sont les débuts de Fit Finlay à Nitro. On l'avait déjà vu dans des trucs du week-end, genre Saturday Night, ce genre de trucs, mais là, Saturday c'est... Night. Oui, je, J'adore. sais, je le dis pour toi à chaque fois. Bah oui, j'aime bien, j'aime bien. Là, c'est les choses sérieuses, c'est Nitro. Alors, sa tenue d'entrée, il a une veste qui, d'un côté, est Chris Jericho, Ouais. et de l'autre côté, les Legion of Doom. Ouais, Ça c'est te va comme une bonne description? description. Ouais, très bien. Alors, ensuite, il a une moustache, il a un mulet, et alors là, moi, franchement, je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. Je te pose la question. Je crois que je n'ai jamais vu, catch et hors catch, quelqu'un avec la moustache qui n'est pas de la même couleur que le mulet. Ah, qu'est-ce que ça veut dire catcher hors catch? Catch et hors catch, c'est-à-dire dans le monde du Ah, catch et la dans le vie. monde réel. La vie. Oui, oui, dans la vie, en général. Je pense que je n'ai jamais vu ça.
C'est très probable. Si Parce on... que là, pour les gens qui ne se souviennent pas, Fit Finlay, à ce moment-là, il est très grisonnant déjà. Il a les cheveux gris en haut. Il a le bas du mulet roux. Et il a la moustache rousse. Ouais. C'est prodigieux. C'est incroyable. Franchement, c'est. Ses cheveux, honnêtement, on dirait une perruque. Tellement c'est improbable. Oui, je n'ai rien d'autre à répondre que oui. Sinon, j'ai l'impression que les mecs, là, ça fait depuis quelques semaines qu'ils essayent des trucs, là, avec Conan et Devon Storm, Fit Finlay et Brad Armstrong. Bah, Brad Armstrong est plutôt cool. Il a une gimmick pro USA over the top là, avec des drapeaux américains et marqué USA partout. Ouais. Son perso est vraiment pas poussé, mais par contre dans le ring ça tient la route. Et le match il est quand même très différent. Ça tape assez fort. Moi, j'ai noté vraiment bon. Oui, ça Ouais. tape vraiment fort. Mais c'est un peu ce qu'on disait aussi. Alors c'est pas du tout le même style que les Eddie Guerrero, Benoît, etc. ou Malenko. Mais là je pense que Petit et même là les gens en général, c'est des types de catch qu'on n'appréciait pas du tout à leur juste valeur à l'époque, tu vois. Ça, c'est Là certain. c'est un catch qui est rude, c'est vraiment rugueux, c'est assez stiff. Il y a plein de c'est très agressif, etc. Moi, j'ai adoré, mais pareil, là, les gens réagissent pas vraiment. Ils chantent juste USA pour. Mais oui, le match est vraiment, vraiment, vraiment super et totalement différent de ce qu'on est amené à voir d'habitude. Donc oui, une petite parenthèse vraiment, vraiment succulente. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Finlay gagne avec un power slam là un simple power slam alors que Brad Armstrong courait dans les cordes. Mhm. Et immédiatement après, il nous fait saliver parce que tout de suite, il challenge William Regal. Et là, tu dis putain, Finlay contre Regal, ça va être putain de cool. Ouais. Oui. Contrairement à ce qui suit. Alors, il faut parler de ce qui suit, effectivement. C'est dommage, hein, parce que franchement, là, c'est de la merde alors que c'est Ric Flair contre le Macho Man pour le titre, quoi. Les grossièretés me manquent. Bon, là, donc voilà, c'est le main event. Leur absence est quand même assez marquante, mais donc il n'y a pas Luger et Sting dans ce show, du tout. Mhm. Sachant ça, ben, tu sais que Hogan, il a déjà été en opener, donc forcément, en main event, eh ben, on prend ceux qui restent. Donc c'est encore Ric Flair et encore Macho Man. C'est la combienième fois qu'ils s'affrontent les deux, là. 17ème. C'est terrible, ça veut plus rien dire, c'est incroyable. Et comme dit, c'est d'une tristesse de se dire que Ric Flair contre Macho Man, le match n'a même pas commencé, que ça te fait chier, quoi. On en a déjà discuté plusieurs fois, c'est peut-être mon match préféré de toute ma vie. WrestleMania 8, Ric Flair contre Macho Man, c'est peut-être mon match préféré. Et là, franchement, tu les vois les deux, tu dis non, mais pas eux, putain, encore, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment chiant à regarder. T'as l'impression que même eux, ils s'en foutent, en fait. Ils cruise contrôle complet pendant tout le match jusqu'à la séquence de fin qui va être évidemment un finish en DQ avec toujours les mêmes conneries, quoi. Est-ce que tu es capable de nous décrire un peu cette séquence de fin? Alors franchement, ça va être compliqué parce que j'ai mis 19 tirés. Donc, premier tiré. Savage va gagner, mais Lisbeth monte sur l'apron pour la distraction inévitable. D'accord? Très bien. Nick Patrick vient pour mettre de l'ordre, ce qui permet à Woman d'enlever sa chaussure et de la jeter dans le ring. Oui. Macho l'intercepte. Oui. Là, on peut faire une parenthèse. Est-ce qu'il y a déjà eu, dans le catch, je me suis posé la question, un jet d'armes d'un manager vers son poulain qui a réussi? C'est un peu comme les coups de tête et les samoans, tu vois, il y a des espèces de règles, il faut pas faire. Genre, il faut remettre l'objet en main propre dans le catch. Ah oui, un jet d'armes. Quand la personne jette l'arme au milieu du J'ai ring, compris le concept du jet d'armes. quand la personne jette l'arme au milieu du ring, ça ne finit jamais dans les bonnes mains. Ouais. Donc oui, dans les règles, ne pas mettre de coup de tête à un samoan. Deuxième règle, donner l'objet en main propre. C'est pas compliqué. Oui. Donc là, évidemment, la chaussure, c'est Savage qui la chope alors qu'elle ne lui était pas destinée. Du coup, c'est une interception qui est une intervention qui est avortée. Franchement,
je l'ai marqué. Je prenais des notes pour suivre, mais je n'arrive plus en fait. C'était compliqué. Hein. Il y a 1200 interventions qui font que jamais l'arbitre n'arrive à compter 3. Dès qu'il y a un compte, dès qu'il y a un tombé, il se passe une intervention extérieure qui fait que Nick Patrick ne compte pas. Lui, ton chéri Nick Patrick passe pour le plus gros débile de l'histoire, encore plus que Sting, parce qu'il y a 9 différentes interventions et il n'y en a aucune qui capte. Au final, l'ultime intervention, c'est celle d'Arn Anderson qui vient mettre un DDT au Macho Man, qui met Ric Flair par-dessus, et c'est la victoire. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un match à la WCW où il y a eu autant d'interventions extérieures. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oui, voilà. Le problème, c'est que c'est la fin du show. Oui. Moi, la fin du show, j'ai marqué « C'en est trop, je ne comprends rien, fin du show ». Oui, mais malgré tout... Attends, parce que là, il se passe quelque chose de formidable. Bon, vas-y. Si on parle bien de la même chose. Bah oui, qui donne malgré tout envie de voir la suite. Oui, enfin bon, là, oui. Admettons. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est comme la semaine dernière et comme à chaque fois, c'est qu'une fois qu'il y a eu le compte de 3, tout le monde revient en fait. C'est-à-dire que tu peux te faire matraquer la gueule pendant des heures. À partir du moment où tu as perdu, les barres d'énergie, elles reviennent à 100%. Exactement. Donc là, tu as Macho Man qui a perdu. Immédiatement après... Attends, je me perds dans les trucs, c'est pas possible, c'est chaud, hein. Franchement. Vous avez vu les amis, hein, c'est le bordel quoi. Non mais je n'en peux plus. La prise de notes de Nitro, des fois c'est... Enfin, il faut faire plein de pauses parce que le moment que tu écris un truc, il y a 12 conneries qui vont se passer à l'écran. Soit tu les loupes, soit tu les prends pas les notes et t'as oublié. Enfin, c'est le... Quand Raw dure 45 minutes, je regarde le show 2 heures. Et je prends les notes, ça dure 45 minutes. C'est-à-dire que Raw n'a à aucun moment, depuis qu'on a fait ces vidéos, nécessité le fait que je mette pause. À aucun moment. Nitro, c'est assez systématique hein, quand même. Nitro, tu mets franchement 1h15 à regarder un show de 45 minutes. Donc, tout le monde va bien après la séquence finale. Je crois qu'on a le donjon, non ? Je sais même plus. On a les Horsemen, on a le donjon, je sais plus. Tout le monde est là. Hogan et Savage se font péter la gueule à 2 contre je sais pas combien. 17. Jusqu'à ce que Yann... Oui, je t'écoute. Qui arrive Pour sauver tout ça. Tu vas nous le dire. Là, pareil, il faudrait mettre, franchement, je pense qu'on pourrait faire des millions de vues sur YouTube si on se filmait en direct en train de découvrir ces trucs, quoi. Mais oui, putain, c'est évident. Parce que là, j'avais la tête sur la gueule, les mains sur la gueule en me disant non mais putain, c'est pas possible, quoi. Hogan et Savage, les deux plus grosses superstars de l'histoire du catch, se font péter la gueule par les Horsemen et le Donjon of Doom. Ouais. Et ils sont sauvés par Brutus Beefcake qui arrive. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le Zodiac. La semaine dernière, il me semble. Hein. Oui, la semaine dernière. Ouais. La semaine dernière, c'était le Zodiac. Là, c'est de nouveau Brutus Beefcake. Il a des franges au bras, un peu comme les Young Bucks, là, comme l'Ultimate Warrior. C'est ça. Et d'ailleurs, tout son comportement, c'est l'Ultimate Warrior, en gros. Bah ouais, en fait, c'est le Beefcake qui a mangé le Renegade, là. Bah c'est ça, c'est exactement ce que j'ai marqué. J'ai mis, il faut mettre un point fétiche de la WCW, de vouloir toujours trouver l'équivalent de l'Ultimate Warrior. Ils veulent l'Ultimate Warrior, ils peuvent pas l'avoir, donc ils essayent. Alors il y a eu le Renegade, et maintenant j'imagine que le prochain sur la liste est Brutus Beefcake, qui est déguisé en Ultimate Warrior, qui vient, qui fait... Mais c'est ridicule parce que c'est Brutus Beefcake, c'est-à-dire que le mec dégage tout le monde avec la force de l'Ultimate Warrior. C'est une nouvelle star. C'est ça, c'est que la semaine dernière, c'était le Zodiac, le plus gros jobber du Donjon of Doom. Et là, d'un coup, c'est le mec qui vient sauver là où Hogan et Savage n'ont pas réussi à se dépêtrer de la situation, tu vois. Je vois très bien. Et alors, il fait... c'est du mimétisme complet, il secoue les cordes, il court dans le ring comme l'Ultimate Warrior. Enfin, c'est une scène totalement absurde où tu te dis, mais c'est... Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Quand c'est le Renegade qui fait l'Ultimate Warrior, tu te dis c'est un no-name, le mec on le connaissait pas avant, il vient, il fait l'Ultimate Warrior. Mais là c'est Brutus Beefcake. Le Zodiac. Le Zodiac. Le zèbre. Le coiffeur déguisé en zèbre. Je te laisse la parole, moi je ne sais plus quoi dire dans ces shows. Malheureusement, je pense qu'il n'y a rien à dire
pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on a vu lors de cette émission. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'il faut faire si tu veux que ce que tu fais ait un impact. Oui, je te Et laisse. ou du sens, et... Enfin voilà, il n'y a même pas eu une... À la limite, à la WWE, tu vois, à la limite, tu as un peu des bisbilles avec Yokozuna, le Bulldog, machin, donc ça construit, etc. Mais là, pas du tout, quoi. Il y a aucun prérequis, alors qu'il en faudrait, vu que c'est Beefcake Zodiac qui est là. À la limite, si c'est un nouveau mec, comme tu disais, qui débarque, un big Oui, c'est name ça. ou peu importe, ok, pourquoi pas, voilà, c'est le mec, il dit, bah voilà, je suis là pour faire ça. Mais la semaine dernière, tu étais contre eux, et tu as séparé le géant et toute la compagnie. Non, là on atteint des... Et pourtant, c'est pas du Vince Russo, quoi. Pourtant, c'est pas du Vince Russo et pourtant, on a quand même vu des sacrés trucs. Là, je pense que une semaine sur deux, on se cogne la tête contre la table pour dire putain, mais la WCW, il n'y a aucun sens. Et là, dans un monde où il n'y a aucun sens, ça fait encore moins sens que d'habitude. Oui, et il y a du monde qui regarde, hein. Tu aimais bien Brutus Beefcake déjà, une Je fois l'ai dans ta vie? toujours détesté avec une grande passion. Ben voilà, ben, je suis content que tu me dises ça parce que Même en étant petit, hein, je veux dire. oui, c'est ça. C'est que moi, même petit, je détestais Brutus Beefcake et et je me posais la question est-ce que quelqu'un l'a déjà aimé en fait? Bonne question. C'est Si, quelqu'un, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est quand même présent dans l'histoire du catch. Enfin, je veux dire, tout le monde, je pense, connaît Brutus Beefcake un peu, mais moi, je ne connais personne qui l'a apprécié à un seul moment en fait. tiens, tu sais quoi, je vais le tweeter en live, ça. De quoi? Bah, cette question très intéressante. En train d'enregistrer. Vas-y, meuble pendant que je tweete. Ah non, mais je suis curieux de ta question. Ah bah, Qui aimait déjà Brutus? je vais mettre en train d'enregistrer un épisode de la Monday Night War. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore sur Twitter, allez-y, hein, bien sûr. En train d'enregistrer un épisode de la Monday Night War. Une question s'impose. Non, pas équestre, question. Voilà. PMU. Bah, PMU, c'est plus pour, comment il s'appelle l'autre Fit Le Finlay. Loch Ness? Ouais. Ah non, pardon. Non, Une question s'impose. Pourquoi Phil Finlay d'ailleurs? Bah, parce qu'il a quand même le look De l'Irlandais. du poivre de comptoir. Ah, poivre de comptoir, irlandais, tout ça, d'accord, très bien. Non, PMU. Oui, oui, j'en fais. Non, c'est pas l'Irlande, là, c'est le PMU. Je sais. Oh là là. Une question s'impose. Est-ce que quelqu'un a déjà aimé Brutus Beefcake? Point d'interrogation. Je pense que la réponse est non. Ah, tu... Mais je veux vérifier. Ah, d'accord. Vérifier avec un smiley, quand même, car je suis quelqu'un de sympa, moi. Tac. Pourquoi moi? Ça implique que moi je ne le suis pas? Non, ça implique que moi je le suis. En train d'enregistrer un épisode de la Monday Night War, une question s'impose. Est-ce que quelqu'un a déjà aimé Brutus Beefcake? Je pense que la réponse est non, mais je veux vérifier. Très bien. On va voir ce que ça donne. Ben oui, je sais pas. Il y a plein de questions concernant Brutus Beefcake. On peut évidemment parler du nom aussi, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu un nom aussi nul que celui-ci. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au McDonald's, il y a le Brutus. Et dedans, il y a du beefsteak, Tu crois que c'est à cause de ça? je pense. Je pense que c'est un hommage indirect. Ah, Eh oui. il aurait pu s'appeler 280 Nuggets sinon. Oui, mais ça aurait été plus compliqué. Oh, tu sais. Pourquoi plus compliqué? Je sais pas. Bon, Ouais. écoute, je pense qu'on va arrêter cette séance de torture pour tout le monde, hein. Ouais. Tu as encore quelque chose à rajouter peut-être avant qu'on quitte Non, nos non, chers là, amis? là, moi, je suis dépité, là. Ok.
Je ne sais pas encore, toi non plus, donc nous ne savons pas encore, si à partir de la semaine prochaine on continue à faire le podcast sur YouTube ou si on va lancer un petit abonnement. Je ne sais pas. Dis-moi en plus. Un petit abonnement de combien? Ah, ça je ne sais pas, on va en parler sur Twitter et sur la chaîne avec les gens, mais je ne sais pas, car c'est de plus en plus compliqué à gérer au niveau temps. Et au niveau sanité d'esprit. Sanité d'esprit, et voilà. Donc, voilà, on verra si... On verra, on va réfléchir. Donc, je ne peux pas m'engager qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai envie de dire. Que de mystère. Que de mystère. Jacques Pradel. Non, c'était Alexandre Balou. Quoi? Jacques Pradel, c'était pas mystère. Ah, Jacques Pradel, c'était perdu de vue, pardon. Voilà. Et les marches de la gloire. Non, ça, je regardais pas, ça. Et toujours vivant, Jacques Pradel? Jack Pradel, yeah. Ok. Quelle heure il a? Quel âge il a? Un bon 70 maintenant. 72, ouais. Quoi? Ouais. Ah, d'accord. Journaliste d'investigation, écrivain, animateur de radio, animateur de télévision français. Voilà. Bon bah les amis, écoutez, hein, on va arrêter les frais, comme on dit. Merci pour cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et puis on vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres choses. Pour ce qui est de la Monday Night War, considérons pour le moment que son futur est en suspens, mais ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, il n'y aura rien. On a quand même... notre passion est malgré tout débordante, donc voilà. Mais on se pose certaines questions quand même, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui regarde, je trouve. Tu ne trouves pas, Dimitri? Ah, bah oui, je partage cet avis. Par rapport aux efforts consentis que ça nécessite, et l'organisation, etc. Et la sanité d'esprit. Oui, ça à la limite, c'est très secondaire. Tu sais, moi, je suis déjà complètement foutu, donc voilà. C'est vrai? Moi, hier soir, franchement, j'ai regardé un épisode de Nitro. Enfin, je pensais en regarder 2. Et vraiment, je me suis dit, non, là franchement, il faut que j'arrête. Enfin, il faut que je sépare cette activité en 2. Je reprendrai demain. Là, je n'en peux plus. Bah oui, voilà, tu as tout dit. Donc, à très bientôt, les amis. Et puis, merci à toi, Dimitri, de m'avoir accompagné dans cette parfois douloureuse tâche, mais ô combien passionnante. Oui, on s'abîme beaucoup, mais on aime bien ça. Voilà. Allez, les amis. Mankind au final. Oui, c'est vrai. Allez, bisous à tous, bisous à toi, Dimitri, et puis à très bientôt. Bisous. Bye bye. Once again.